connaissez les canaux habituels qui vous sont dédiés. Également, la réaction de nos auditeurs, il faudrait qu'on se rattrape au 628 65 65 628 69 69. Nous passons au crible l'information ici sur le plateau avec nos chroniqueurs, toujours en pleine forme, avec plus de vision et de dynamisme. Eh bien, l'actualité très chargée dans le pays depuis quelques jours. Après 3 jours de mission à Conakry, le médiateur de la CEDEAO a rendu compte de sa mission au président en exercice de la conférence des chefs d'État de la sous-région. Dans un communiqué daté du 23 juillet et rendu public hier mardi, la CEDEAO a expliqué l'objectif de la dite mission et des actions qu'elle a menées sur le terrain. Décryptage tout de suite avec l'ensemble des chroniqueurs d'Espace Expression. Eh bien, puisqu'on parle de l'actualité, comme annoncé il y a quelques jours, les responsables de la société Global Energy Kolaboui, GIEC, ont mis à exécution leurs menaces. Hier mardi, la société a débranché son réseau électrique, la cité, ainsi que ses localités environnantes ont passé leur première nuit dans l'obscurité après avoir pris goût de l'électricité grâce aux jeunes volontaires de GIEC qui malheureusement n'ont pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire compromis par les autorités d'alors et à cause de l'indifférence de celle du moment. On en parlera avec le consultant juridique de la société Boubacar Sidiki Diallo. D'autres sujets vont s'ajouter à cela, notamment la sortie du parquet général sur les manifestations annoncées par le Front National pour la défense de la Constitution qui normalement sont prévues jeudi et à Conakry et dans le Grand Conakry, également à l'intérieur du pays à partir de jeudi prochain. La réaction de Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification du Front. Nous allons l'entendre dans cette émission, sans oublier le projet de concession sur l'hôpital à Donka. Merci de nous préférer, bienvenue à tous. Radio Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Kabs, Bangali Yansané. Expression, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Si c'est maintenant, vous captez nos ondes. Si c'est maintenant, vous installez devant votre lucarne joyeuse. Le temps de dire bonjour aux chroniqueurs. Bonjour sénateur. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour Alphonse, merci d'être là. Bonjour Djiba, et je suis désolé pour ce qui est arrivé chez toi ce matin. Merci. Cette infiltration, cette inondation. Merci beaucoup. Et bonjour Babila, l'inquisiteur, bonjour. Bonjour Djiba. Bonjour à tous. En fait, je voudrais poser la question, l'énergie, cette ambiance que le gars est en train de démontrer aujourd'hui dans le studio. J'ai fait la vidéo, il faut que cette vidéo parvienne à la belle famille pour montrer justement les pas de danse d'Alphonse. Franchement, je ne savais pas que c'est un ancien danseur. Mais aujourd'hui, il a montré vraiment sa capacité. Il faut que tu aies Babila sur la préservation de l'image de son ami candidat. Je suis parce que c'était loin des caméras. Je suis candidat à la mairie, je suis candidat dans une belle famille. Il faudrait pas qu'il remette en question ma candidature. En tout cas, c'est bien dit et le message est passé clairement. Notre député, bonjour Caps. Bonjour Djiba, bonjour à tous et toutes mes compassions. Voilà, justement, il y a eu une inondation chez moi ce matin. Mais bon, on fait avec et on est en train de rectifier à l'instant T. Bonjour en tout cas à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission. Alors Babila, il est lancé, on ne l'arrête plus. Ouais. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alphonse Charlois. Avant qu'on attaque le sujet sur Charlois, j'ai envie de dire, j'ai cette image-là que j'ai eu la chance de prendre hier nuit. À Lambani, vous verrez ce fou monde qui était en train de faire la file devant le guichet automatique. Tu pourras transférer l'image à la régie, voilà, justement pour pouvoir le porter au niveau du grand public. Babila, le ministre de la Justice, je le disais tantôt, il s'est lancé dans une course folle et les injonctions tombent chaque matin. Et notamment hier, on a reçu cette injonction aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique. Il poursuit parjure, détournement de deniers publics et complicité. Il s'agit des personnes, notamment Monsieur Lamine Bangora, ex-président de la Cour constitutionnelle, on en parlait hier. Également les conseillers, Monsieur Amadou Diallo, Monsieur CCTA, Madame Rougiatou Bari, Monsieur Mamadou Moutagaba, Madame Fatoumata Morgan, Monsieur Ahmed Terna Sano, Monsieur Ansoumane Sako
Monsieur Marcel Niankwe Konomo. Et plus loin, lui, il est ancien directeur national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Monsieur Seko Koulibaly, contrôleur du fait. La société Compresco Guinée SARL, société commerciale du droit guinéen, prise en personne de son représentant légal, monsieur Ansouman Adios Condé. Des sommes qui sont mises en cause, on a reçu cette injonction tarière. Absolument. Guiba Milimono, je dis ce matin que le temps est le meilleur juge. Et je tire chapeau pour le ministre Charles Wright, qui encore une fois est en train de surprendre, n'est-ce pas, le peuple de Guinée quant à sa détermination à traquer, n'est-ce pas, les personnes qui, par endroit, même si la présomption d'innocence prime pour le moment, doivent rendre des comptes à l'État, au peuple de Guinée. Et donc, je ne suis pas surpris par rapport à cette note. Je m'y attendais, il le fallait aussi. Ça voudrait dire, quelque part, Charles, il est à l'écoute de cette émission, mais aussi de l'opinion, parce que hier, on l'a dit, dans ce studio, quand on parlait de la condamnation de l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle, on s'est dit ici, on l'a dit ici, on ne peut pas poursuivre le DAF, on ne peut pas le condamner sans pour autant questionner la responsabilité active ou passive de l'ordonnateur principal en la personne du président de cette institution, monsieur Mohamed Lamine Bangoura. Et donc, comme vous le savez, la LORF, la loi organique relative aux lois des finances, dans ses articles 64, 65, 66 et 67, qui définissent clairement les responsabilités quant à la gestion des finances publiques. L'ordonnateur principal, le contrôleur financier et en dernier lieu le comptable public. Et donc, c'est tout à fait normal que Charles ait fait, n'est-ce pas, de tels éléments, de telles injonctions pour une ouverture d'informations à l'encontre de ces personnes citées. Guiba, là où je suis surpris, franchement, et qui m'a amené à dire tout à l'heure que le temps est le meilleur juge, je me rappelle de nos enquêtes en 2018 concernant la gestion de cette même cour et qui avait mis en lumière à l'époque la gestion de feu Kélé Fassal, et bien qui avait été accablé par ses collègues conseillers de la cour de mauvaise gestion des ressources de leur institution. Et à l'époque, le salaire du président de la Cour constitutionnelle était de 72 millions de francs guinéens, si j'ai bonne mémoire encore. Les autres conseillers... Le salaire de Kéléfa, à l'époque, selon les informations qu'on a récoltées au moment de nos enquêtes. Et donc, les autres conseillers, chacun d'eux avait 68 millions comme salaire. Et le greffier de la Cour, selon nos informations à l'époque des faits, parce que je ne me rappelle plus, j'ai des documents quand même avec moi, quelque part, j'ai fouillé, j'ai pas pu retrouver entre hier, parce que la note de Charles est tombée à 1h du matin. Donc, je pouvais pas retrouver ces documents. Le greffier de la même Cour, on nous apprenait à l'époque que celui-là aussi bénéficiait de 25 millions de francs guinéens comme salaire mensuel, sans compter les autres avantages et indemnités, etc., qui étaient accordés à ces conseillers. Eh bien, au même moment, on nous disait, à la veille de chaque élection, il y avait non seulement des biens immobiliers, c'est-à-dire des véhicules, il y avait des dotations en véhicules, mais aussi des moyens financiers qui leur étaient mis à disposition pour peut-être, n'est-ce pas, statuer, en tout cas, s'engager dans le processus électoral conformément à leurs responsabilités vis-à-vis de la loi. Diba, ceux-là qui ont reproché, n'est-ce pas, à Kélé Fassal, à l'époque, la mauvaise gestion, ce sont ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui citées, empêtrées, entre guillemets, qui sont citées, n'est-ce pas, pour des faits présumés de détournement des ressources de la même institution. Et complicité. Et de 72 millions de salaires mensuels, nous apprenons dans la note du ministre Charles Wright que le salaire du président, le salaire mensuel est de 145 millions de francs guinéens, soit le double. C'est pourquoi le salaire de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Le double du salaire de l'ancien président. C'est pourquoi j'ai dit que le temps est le meilleur juge. Et aujourd'hui, je le dis,
Mohamed Lamine Bangoura et tous les autres conseillers de la Cour constitutionnelle doivent rendre des comptes, doivent s'expliquer sur ces faits qui leur sont reprochés. Et le budget annuel est de 20 milliards de francs. Le budget annuel de 20 milliards, on doit par endroit justifier justement l'emploi, l'utilisation qui est faite, n'est-ce pas, de cette ressource qui est sortie des caisses de l'État. Djiba Milimono, ce pays est riche, seulement nous sommes en retard, nous sommes à retard par le fait de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Eh bien, quant à la société Compresco pour la construction du palais de justice de Beila avec un montant de 13 milliards 192 millions, une avance de 2 milliards 638 millions a été payée selon la note et qui, jusque-là, les travaux pour lesquels le décaissement a été fait ne sont pas achevés. Djiba Milimono, ça m'amène à dire ce matin, à faire recours, ou disons, à évoquer un autre cas qui est dans la même figure que la situation de cette société Compresco. Je parle notamment du contrat de rénovation des aérodromes de Kankan, de Nzerekore, de Farana et de Labé. Djiba Milimono, j'ai une note du ministère de l'économie et des finances d'alors qui nous dit que 27 milliards de francs guinéens, 27 milliards 905 millions 797 000 avaient été décaissés au titre, n'est-ce pas, d'avance des travaux de rénovation de ces aérodromes, c'est-à-dire les 20% du montant. Si on fait le calcul, je ne suis pas un mathématicien, mais les 20%, si les 20% du contrat font les 27 milliards 905 millions, eh bien, je suis pas mathématicien encore une fois, les 100% de ce montant doivent nous envoyer à plus de 2232 milliards, 400 millions de francs guinéens pour la rénovation des 4 aérodromes du pays. L'une des entreprises ayant bénéficié de ce marché s'appelle Hydrogui. Hydrogui qui appartient à un entrepreneur ivoirien du nom de El Hadj Mohamed Koné. Eh bien, selon nos informations, cette entreprise aurait perçu, en tout cas, la grande part de cette avance qui a été décaissée. Et donc, jusque-là, l'entreprise était chargée des travaux de l'aérodrome de Farana. Jusque-là, les travaux n'ont pas abouti. L'avance des 20% sont sortis des caisses de l'État. Eh bien, il y a une mission d'investigation sur le terrain qui s'est rendu compte que ces entreprises n'avaient aucune qualification, aucune expertise nécessaire pour exécuter ces travaux-là. Et donc, ces entreprises ne devraient pas bénéficier de ces marchés. Aujourd'hui, il faut interpeller les autorités à ce qu'elles demandent, n'est-ce pas, des comptes à ces entreprises, à ces 4 entreprises contractantes. Et le ministre d'alors. Et le ministre d'alors, mais aussi le ministre, notre ministre actuel, doit permettre, n'est-ce pas, que ces montants reviennent dans les caisses de l'État. Les 27 milliards 905 millions doivent revenir à l'État, et bien repartir sur de nouvelles bases pour négocier le contrat avec des professionnels en la matière pour la rénovation de ces aérodromes à l'intérieur du pays. Djiba Milimono. Encore une fois, je tire chapeau pour Charles Wright. Il faut continuer, cette machine-là ne doit pas s'arrêter, mais surtout, il faut que ça se fasse, que tout se fasse en tout cas dans la légalité, dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas, en tout cas, de règlement de compte de chasse aux sorcières. Ou de triomphalisme. Voilà, ou de triomphalisme. Il faut faire très attention. Il faut rester modéré, rester dans la raison, et bien, le peuple vous accompagnera dans cette démarche. Alors, Charles Wright, on est en train de le dire, finalement, il faut s'attendre, il commence à nous habituer à cela. On a un réflexe chaque matin, on s'attend à une chronique de Charles Wright, à une injection du ministère de la Justice, comme on les appelle maintenant. Et il étonne plus d'un. Beaucoup se disent, voilà un ministre qui commence à faire ses marques, qui se distingue et qui est pratiquement dans cette dynamique de refondation de l'État pour la rectification. Est-ce qu'on peut dire que finalement on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'on peut dire que finalement Charles Wright il fait renaître l'espoir dans cette lutte contre la corruption? Parce que ce qui est déplorable et qu'on ne peut pas comprendre,
institutions, si vous voulez, ceux-là qui sont censés se sanctionner la corruption, si ces gens-là sont eux-mêmes les plus corrompus, entre guillemets, parce qu'avec toutes les révélations qu'on ne cesse d'entendre tous les matins au travers de Charles Wright, il y a matière à se poser un certain nombre de questions. Vous qui êtes censés lutter contre la corruption, si c'est chez vous-même on est en train de ressortir des dossiers de corruption, là il y a des vraies questions à se poser. Il y a la question de se poser de savoir quelle est la moralité des cadres qu'on amène au sein de ce ministère de la justice. Ça, c'est un premier point qu'il faut signaler. La seconde chose que j'ai envie de rappeler à nos autorités, c'est que c'est clair, il faut d'abord incarner le changement que tu veux voir chez les autres. Voilà pourquoi les dossiers de corruption ne pourront jamais aboutir quand on sait que ceux-là qui sont censés lutter eux-mêmes, ils sont assis sur leurs propres œufs, donc ils veulent pas qu'on voie là où ils sont, donc il faut rapidement débouter tout ce qui se met devant leur avant de vous laisser continuer sur le contenu de cette injonction, il faut rappeler pour le président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Hamid Bangora, sans cause justifiant une mission de service public de la Cour, s'est lancé dans l'acquisition, l'accuse de s'être lancé dans l'acquisition immobilière au Sénégal portant sur l'immeuble R+4, objet du titre foncier numéro 164, numéro 1647, NGA du lot 4 à Dakar pour un montant de 404 millions de francs CFA. Et plus loin, on le reproche également de s'être offert une maison du côté de Nongo à hauteur de 5 milliards de francs guinéens. Avant que tu continues, je rappelle qu'à ce niveau, à l'époque, il y avait, selon nos informations, il y avait eu des informations venant du Sénégal, des renseignements généraux du Sénégal, qui s'étaient mis à la disposition des autorités de Conakry pour leur informer de, n'est-ce pas, l'investissement à outrance des cadres guinéens qui étaient en train d'investir grandement dans l'immobilier, dans le secteur immobilier du côté du Sénégal. Et donc ces informations avaient été transmises à Conakry. Eh bien, on ignore ce qui en a été fait. Voilà, donc moi ce que j'étais en train de rappeler, ça ne fait que réitérer les propos, ça ne peut que m'amener à réitérer mes propos de ce matin, pour dire combien de fois aujourd'hui si la CRIEF bien entendu est cet instrument de répression des crimes économiques, donc aujourd'hui voici les vrais sujets sur lesquels ils peuvent vraiment se pencher. Donc on attend que ces informations-là puissent être transmises au niveau de la CRIEF afin qu'on puisse avoir la lumière sur tous ces différents sujets. Et parce que ce qui est quand même, il faut saluer, dans cette injonction, il y a non seulement la qualification juridique des faits, mais également les faits qui sont reprochés, mentionnés, ce que la CRIEF, à un moment donné, avait du mal. Ne faisait pas. Justement, donc comme vous dites encore une fois, Charles Wright, il inspire, et comme on le disait aujourd'hui, moi, à chaque fois que je vois les dénonciations de Charles Wright, il y a quand même un ministère qui m'inspire. C'est le ministère des TP, des Travaux Publics. Vous savez, on a longtemps signalé le fait qu'à chaque fois, on faisait des gros investissements par rapport à la construction de nos routes. C'est tout le temps des routes qui ne tiennent pas la route. Bien à chaque saison, on a les mêmes problèmes. Quand on a vu le cas du fonds d'entretien routier, ça, on n'en parle même pas. Et le dossier est déjà là-bas. Donc, toutes ces choses-là plutôt doivent interpeller encore une fois ces autres ministres à faire leur vrai travail. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui aussi, à l'image du ministère de la Justice, le ministère des Travaux Publics doit, si vous voulez, se prêter à ce genre d'exercice de fouiller en profondeur pour ressortir les dossiers et comprendre tout ce qui a été décaissé dans l'accomplissement d'un certain nombre de projets qui devaient être réalisés. Qu'est-ce qui a fait que ces projets n'ont pas été réalisés? Pourquoi les projets réalisés n'ont pas cette durée de vie que ça devrait avoir? Est-ce que les cahiers de charges ont été respectés? Quels sont ceux-là qui étaient ordonnateurs de ces dépenses vis-à-vis de ces choses-là? On a appris. Et le bureau de contrôle. Et le bureau de contrôle, exactement. Quel a été son rôle dans tout ça? Donc moi je pense que si un vrai travail de fond est fait, aujourd'hui franchement, on a des éléments sur lesquels la CRIEF peut s'appuyer pour lutter contre cette corruption, parce qu'encore une fois, hier je parlais avec un conseiller qui me faisait cette confidence-là. Il dit, mais quand on était dans le débat d'orientation budgétaire au CNT, il dit, je ne pouvais pas comprendre. Il dit, l'idéal serait qu'on augmente le budget de l'État. Il dit, mais on ne peut pas augmenter le budget de l'État quand ce qu'on mobilise déjà va dans la corruption et les gens sont en train de délapider ces fonds-là. Donc, pour moi, il faut d'abord, mieux la première année, on n'augmente aucun budget, on est dans une gestion efficiente des budgets qui sont déjà alloués pour que progressivement, on puisse réduire la part allouée au FINEX pour qu'en fin de compte, on puisse progressivement voir ce qu'il faut
promettre. Honnêtement, la Guinée, c'est un pays très riche, mais la malhonnêteté de nos cadres, la corruption est en train de tirer ce pays vers le bas. Merci, ce qui est bien dit d'ailleurs. Et cette pratique continue de plus belle. Oui, nous lançons invite au ministre Yaya Sow des Travaux publics pour qu'il vienne sur ce plateau. On va revenir sur tous ces dossiers, mais y compris le ministre du budget, si tout va bien. On va négocier pour qu'on l'ait le lundi pour revenir sur cette programmation. On a vu que le taux de croissance en 2022 était autour de 4,5%, ce qui est quand même très faible. Et surtout, aujourd'hui, la projection, c'est 5,1%, taux de croissance. On a aujourd'hui une inflation à 2 chiffres, ce qui est quand même un peu, qui ne rassure pas, même si des efforts ont été faits, ça il faut le reconnaître. Mais une fois encore, beaucoup de choses ne rassurent pas dans ce qu'on a vu au niveau du CNT. On aurait voulu l'avoir le lundi pour essayer de passer en revue ces chiffres-là, les dépenses qui sont aujourd'hui supérieures, les dépenses sur consommation, qui sont aussi supérieures aux dépenses d'investissement. Pour parler de croissance, il faut investir. Alors, on va revenir avec vous, je voulais dire Alphonse Charles White, voilà. Alphonse, c'est cool. Et on a vu cette injonction. Il commence aujourd'hui à polariser des attentions, à défrayer davantage la chronique. Moi, je vais le réitérer. Je ne sais pas si le président nous regarde ce matin. J'ai envie de le dire, il attend encore pour le remaniement. Parce que le seul ministre, depuis la nomination du gouvernement de Doumbouya, le seul ministre aujourd'hui qui est dans cet esprit de refondation, c'est quand même Charles Wright pour le moment. Les autres... Et sans oublier celui du commerce aussi. Ouais, l'enseignement supérieur. C'est pourquoi, non, voilà, l'enseignement supérieur. Il y a un certain nombre. Quand je vous dis qu'il attend quoi pour le remaniement, aujourd'hui on sait quels sont les ministres qui ont fait leurs preuves. On attend l'évaluation. On attend la fin de l'évaluation. L'évaluation l'évaluation qui a eu lieu. On a brûlé les copies. L'évaluation qui a eu lieu, je vous dis, aucun ministre n'a eu 10. Aucun ministre n'a eu 8. On a brûlé les copies. Aucun ministre n'a eu 7. Si on vous communique les notes, si on vous communique les notes, vous n'allez pas croire. Il y en a qui ont eu 2. Il y en a qui ont eu 3. Et c'est là où il faut féliciter le Premier ministre Béavogui. Parce que je vous rassure que... Le Premier ministre lui-même a eu combien? Non, attention. Lors de l'évaluation, le Premier ministre... Non, il a été exempté. Il a été exempté. C'est pourquoi je pose la question. Lui-même, il a eu combien? Il a été exempté. Je vous dis quelque chose. Le Premier ministre Mohamed Béavogui a pris des coups au nom de son gouvernement. Et ça, il faut le dire. Le public ne le sait pas, mais Béavogui, en dépit de son silence très innocent et qui peut être coupable, il a encaissé trop de coups pour ces ministres-là qui ne sont pas à leur place. Ça, il faut le dire. Bah, c'est normal, il est le chef du gouvernement. Non. Aujourd'hui, il y a ces ministres qui n'obéissent pas à... Est-ce que c'est lui qui les a proposés? Parce qu'on dit les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre. Est-ce que les ministres du gouvernement sont des ministres qui ont été proposés? Nous appelons peut-être à part le ministre de la Santé. Ce serait lui. Il y en a d'autres aussi. Oui, mais après, un gouvernement de transition ne peut pas être composé sous proposition entière d'un Premier ministre. Ça, il faut le comprendre. Mais vous savez... Nous sommes dans une transition. Il y en a des personnes qui vont toujours vous rappeler, écoutez, monsieur le Premier ministre, c'est nous qui... Mais tous les décrets de nomination ont mentionné sur proposition du Premier ministre. C'est la forme démocratique. C'est la forme. Et il faut le rappeler. Il faut se rendre à l'évidence. On est dans une transition quand même. Ça, il faut que le président le cherche. Il y a des ministres dans son gouvernement qui, à la base, n'étaient pas ministres, mais ont participé à la sélection du Premier ministre, qui sont devenus aujourd'hui des épines dans le pied du Premier ministre. Ces ministres, c'est super ministres. Parce que Doumbouya a eu quand même l'intelligence de ne pas nommer des ministres d'État. Sinon, ces gens-là auraient demandé des rangs de ministres d'État. Ces ministres sous forme d'État, aujourd'hui, sont devenus de véritables menaces pour la conduite de l'action gouvernementale enclenchée par le Premier ministre. Parce que il est désormais... Ils sont devenus désormais ceux qui contestent. On a par exemple vu le cas avec le dialogue entre le Premier ministre et le ministre de l'administration. Ils sont devenus aujourd'hui ces ministres qui remettent en cause l'autorité même du Premier ministre. Et qui vont jusqu'à faire de l'ombre au Premier ministre. Donc on revient sur le cas Charles. Aujourd'hui, avec ce dossier, Charles Wright nous prouve quand même que ce pays-là n'a pas été rose. Et j'ai envie de lancer un appel à la CRIEF. Quand on doit porter des charges, il faut savoir charger. Parce que ce document qui est sorti, il sort avec des éléments constitutifs de l'infraction qui est reprochée à ces personnes. Et c'est ce qui manque souvent dans les documents de la CRIEF. On dit que vous êtes poursuivi pour tel, mais on manque de citer les éléments qui constituent l'infraction. Aujourd'hui, Charles prouve à suffisance que dans ce pays, il y a eu des malversations. Au-delà de ces malversations-là, parce que tout le monde sait que dans ce pays, il y a détournement. Mais qu'est-ce qui a été fait de l'argent détourné?
Lui, il nous met sur une piste. Il montre la piste qui oriente, qui détermine là où l'argent aurait pu être orienté. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ces gens-là ont la présomption d'innocence. Mais dans la forme aujourd'hui, ça permet de situer les citoyens sur ce qui a été fait de la gestion de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est quand même ahurissant qu'on passe sous Kelefa, à qui on a reproché une gestion financière catastrophique, une gestion opaque, comment dire, du silence sur les fonds alloués à son service. Qu'on se retrouve à quelqu'un qui avait cette ambition gourmande à l'époque, qui avait 72 millions quand même, à quelqu'un qui est venu, le Seigne qui a reproché l'autre sa gourmandise, qui vient doubler sa mise. Mais où on va? Le salaire mensuel de 145 millions de francs guinéens. Quand le document est tombé... Par an, ça fait 1,740 milliards. Quand le document est tombé dans le groupe, la question que je me suis posée, et la maison de Nongo, on dit c'est 5 milliards de francs guinéens. Hier. Et du côté du Sénégal, on parle de 404 millions de francs CFA. Hier, quand le document est tombé dans le groupe, la première interrogation que je me suis faite, j'ai dit, finalement, est-ce que je ne vais pas reprendre mes cours de droit? Parce qu'avec ce salaire, honnêtement, je me demande qu'est-ce que la personne... Imaginez, le budget de fonctionnement est de 20 milliards. Son salaire est de 145 millions de francs guinéens. Ça, c'est par mois, sans compter les autres avantages. N'oubliez pas qu'ils sont les moins payés de l'entourage. Ils font partie des moins payés. Non, mais attention, sénateur, dans l'administration guinéenne aujourd'hui, les magistrats guinéens. Dans l'administration guinéenne aujourd'hui, les magistrats sont les mieux payés. Oui, le statut quand même particulier, justement. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Je pense que l'indépendance, ce n'est même pas lié à l'autonomie financière aujourd'hui. Quand même. C'est votre éthique, c'est le comportement professionnel que vous donniez, vous fixiez pour dire, il faudrait que je sois quand même en conformité avec les dispositions légales. Imaginez que c'est la gardienne de la Constitution, des lois de la République, et c'est eux à qui on reproche aujourd'hui une violation systématique de ces lois, ce qui est quand même extrêmement grave. Sénateur, on a vu ça, on voit les charges et tout, et vous ne tarissez pas d'éloges aujourd'hui à propos de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas l'impression que, vu que la CRIEF a du mal, puisque beaucoup disent qu'elle a du mal à avoir des éléments, Charles se dit, je vais prendre le devant pour aider la justice guinéenne, pour les mettre sur la piste, les orienter, les aider dans la mobilisation des preuves. C'est pas que la CRIEF a du mal. Je vais vous expliquer une situation. Il y a 2 poids 2 mesures dans l'appréciation générale de l'opinion sur les poursuites enclenchées. Lorsque l'élément est tombé hier dans le groupe, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de voir les réactions un peu partout. Je me rends compte d'une situation. C'est quoi la situation? Il y a différence entre les poursuites. Il y a une adhésion globale de l'opinion au niveau des poursuites de Charles Wright. Et il y a une réticence de l'opinion au niveau des poursuites de la CRIEF. Vous savez pourquoi? Parce que la CRIEF poursuit des politiques. Et les politiques sont représentatifs de la nation, à un moment donné, quoi que communautaire ou régionaliste. Alors que Charles Wright est en train de poursuivre des commis de l'État politiquement neutres, entre guillemets. C'est ça la question. Les épines sur la route de la CRIEF sont délibérément placées. Délibérément placées par une manipulation de l'opinion par les politiques qui savent que la CRIEF va agiter le cercle qu'ils ont géré à un moment donné dans l'histoire du pays. C'est ce qui est la vérité. C'est ce que la CRIEF elle-même a montré. Non, moi je laisse la CRIEF, je laisse Ali Touré, je laisse Charles Wright, mais quand je fais un petit retrait, j'observe la situation, il y a une adhésion vraiment totale. Mais quand même, il ne faut pas oublier une chose. Une institution comme la CRIEF, quand même, qui a du mal à rédiger une convocation, ça c'est un problème. On n'oublie pas ça. Une institution aujourd'hui qui peine à convaincre les gens, ça c'est une évidence sur les faits. Ça c'est un problème. Donc aujourd'hui je me dis ce que Charles fait, il vient en appoint Charles aurait été un bon procureur spécial. Je suis tout à fait d'accord. La CRIEF, je vais vous dire une chose, c'est une bonne chose pour le pays. Nous saluons tous la mise en place de la CRIEF, mais je pense que le président de la transition a mis une institution dans des mains qui n'arrivent pas à rassurer. On peut avoir des compétences en droit et être limité en finances publiques. Je suis d'accord avec vous. Renforce cette équipe. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, je réitère. La réticence
face aux poursuites de la CRIEF, c'est parce que les partis politiques sont concernés. Je ne quitte pas là-bas et c'est vrai. Voilà. Maintenant, l'adhésion, quoique je peux reconnaître les couacs dans les failles, dans les procédures de la CRIEF, je peux reconnaître. Mais quand même, l'adhésion au niveau des poursuites de Charles Wright, mais ce qui m'écoeure aussi, ce qui surtout fragilise mon cœur aujourd'hui, c'est que l'histoire revient à Khelef Sall. Babila l'a évoqué. Lorsque Khelef Sall a été vilipendé, sa gestion a été étriquée, on a tiré à boulet rouge sur sa gestion, et que les mêmes qui ont mené ces enquêtes-là, je vais parler des actuels, des gens qui sont poursuivis aujourd'hui, ils ont détourné, entre guillemets, le double de ce que Khelef Sall aurait détourné, parce que la cabale judiciaire contre Khelef Sall, je dis bien cabale judiciaire, c'était une affaire politique et politico-judiciaire qui se réglait sur le terrain économique. Carrément. Non, ça n'engage que moi. Il y avait des faits, je retrouve une note. Ça n'engage que moi. Des faits, quand on menait des enquêtes, je retrouve une note dans mon téléphone ici. Je ne renie pas les faits, mais selon moi, c'est un règlement de compte qui s'est opéré sur le terrain économique, mais qui tentait d'aller donc s'immiscer sur le terrain politico-judiciaire. Et Charles, comment on appelle, Khelef Sall, avec son discours de 2015, c'est un discours qui a eu une résonance alarmiste au sein du camp présidentiel d'alors, qui a dit attention, si l'homme de ce discours-là continue, si c'est lui qui va m'investir de nouveau pour un troisième mandat, ça n'arrivera jamais. Il préfère la mort que de le faire. Et donc, il faut le bon moment, c'est le bon moment de déjecter donc Khelef Sall de sa gestion, et on a fait sur le terrain économique. C'est comme la politique. Si vous voulez jeter de l'anathème ou bien salir un système politique ou un homme politique, il faut l'attirer, sur des terrains peu orthodoxes. C'est comme ça, on connaît le cas de Dominique Sortan. On connaît beaucoup de cas comme ça. Donc l'élimination, l'éjection de Khelef Sall était un règlement de compte politico-judiciaire, parce que lui en tout cas, n'allait pas investir Alpha Condé pour un troisième mandat. Voilà, vous l'avez compris, et même il faut rappeler, on parle aussi de parjure et tout cela, donc référence faite au fait que la gardienne de la Constitution elle-même, c'est pas bien illustré, elle aurait pu dire non au moment des faits, et là aujourd'hui beaucoup sont en conflit avec l'histoire de la Guinée. Cap, peut-être un mot avant de partir, parce qu'il faut rappeler que deux personnes sont passées hier devant la CRIEF, et ça aussi, nous l'avons appris vers le soir. Et on parle surtout de l'ex-directeur général de la Banque nationale des investissements de Guinée, déféré à la CRIEF avec d'autres cadres, Monsieur Alpha Mohamed Kallo. Ils étaient en audience hier et nous apprenons qu'il y a eu un mandat de dépôt finalement. Ils sont accusés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, corruption, abus d'autorité, abus de fonction, concussion, blanchiment de capitaux d'argent public et complicité. Ben voilà, quand on écoute maintenant, on est habitué, souvent les faits qui sont reprochés au cadre de notre pays, s'entrecoupent. En fait, on est maintenant habitué, dès qu'on dit il y a un mandat qui est décerné ou une information judiciaire est ouverte contre une certaine personne, on a plus ou moins idée de tout ce qui sera notifié dans ces charges. Ça risque d'être des récitations à l'école pour les enfants. Maintenant, moi, cette banque, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la gestion. Pendant un certain moment, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait. À arriver aujourd'hui à ce niveau-là, je pense qu'il faut creuser beaucoup plus en profondeur toute cette situation-là. Mais ce que j'ai envie de rappeler et que je voulais rajouter, vous savez, on a tendance à dire qu'en principe, on ne rentre pas dans l'administration publique pour s'enrichir. On vient dans l'administration. L'administration publique est synonyme d'un don de soi, de service public. Mais chez nous, on rentre dans l'administration pour s'enrichir. Si tu as envie de t'enrichir, va dans l'administration. Et c'est là où on doit questionner aujourd'hui la moralité et l'éthique même des cadres qui sont aujourd'hui en train de nous représenter. Finalement, quand on voit que ce soit les politiques, que ce soit des jeunes qui hier suscitaient l'espoir en disant que c'est eux l'avenir, aujourd'hui qu'on voit à la tâche en train de faire un certain nombre de manœuvres, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Donc c'est pourquoi, encore une fois, il est important pour que cette population-là fasse attention. Ceux-là, nos élus locaux, les maires qui sont là, les présidents, les candidats même qui se présentent aujourd'hui pour être à la tête de notre État et un certain nombre de cadres qui veulent rentrer dans l'administration publique, aujourd'hui il y a des questions à se poser. Quelle est la moralité de ces personnes-là? Qu'est-ce qui est fait derrière justement pour faire un travail au niveau éthique, au niveau moral de sensibilisation de cette population? Mais mieux encore, si
si on n'utilise pas, vous savez, il y a deux alternatives. C'est le bâton et la carotte. Oui. Il faut le bâton pour sanctionner ceux-là qui sont en train d'aller vers des manœuvres de corruption, etc. Mais il faut également une forme de carotte pour pouvoir sensibiliser et préparer ces cadres-là vis-à-vis de l'amour, du patriotisme vis-à-vis de notre pays, la Guinée. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque par rapport à la plupart des cadres que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, il faut féliciter ce qu'est en train de faire le ministre Charles Wright. Et je me dis aujourd'hui, qu'en est-il des autres tribunaux qui sont là? Vous savez, aujourd'hui, au regard du fait que chaque matin, quand on se réveille, on a un nouveau dossier. On était d'abord au sein du ministère même de la justice, avec les différentes directions qui étaient. De là-bas, on se retrouve à la Cour constitutionnelle, voyez-vous, et donc on se pose la question de savoir, et les autres cours, qu'en est-il de toutes ces juridictions aujourd'hui, de toutes ces cours-là, de toutes ces directions-là, qui sont sous coupole, si vous voulez, qui sont gérées aujourd'hui par le ministère de la Justice. Je me demande, les cadres qui y étaient, comment est-ce qu'ils sont en train de dormir aujourd'hui? Les cœurs sont en train de battre, personne n'est tranquille, parce qu'on sait que le tout-puissant Charles Wright, il est là, il touche à tout, il veut tout comprendre, il a les deux dents. Mais ce qui fait la particularité, et ce qui est en train d'aider Charles, il faut savoir que de base, c'est quelqu'un qui était magistrat auparavant, qui était procureur, qui avait sa main dans les dossiers, qui connaît les rouillages, qui connaît comment les choses fonctionnent, qui est un habitué des faits. C'est pas un ministre téléchargé. Donc c'est pas un ministre téléchargé. En dépit même du fait qu'il soit téléchargé ou pas, ça c'est une autre question. Mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que c'est quelqu'un c'est dans ses habitudes. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il réussira à forcément faire une certaine part entre sa fonction de ministre et l'ancienne fonction qu'il avait, parce qu'aujourd'hui, son habitude est en train aujourd'hui de peser dans la balance, dans les actions aujourd'hui qui sont en train de poser, quoique c'est des actions salutaires, c'est des actions fortes qu'il faut encourager, saluer et qui doivent inspirer l'ensemble des ministres qui sont là aujourd'hui. L'autre question, pour finir. Est-ce que Charles Wright restera dans le prochain gouvernement à l'allure que prennent les choses, à cette allure-là? Même ceux qui sont maintenant aux affaires et qui ont commencé le business au sein de l'administration publique doivent s'inquiéter. Donc, est-ce que Charles restera aujourd'hui dans le prochain gouvernement qui viendra? La question reste posée. Mais si Charles s'en va, c'est la preuve que ceux qui ont démarré le business dans la gestion du CNRD ces enquêtes sont en cours, Guy Bamilimono. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Et au plus haut niveau. Les entreprises locales qui sont, en tout cas, qui ont des dettes auprès de l'État, qu'on appelle la dette intérieure, auxquelles l'État doit de l'argent, qui peinent à entrer en possession de leur paiement, ces entreprises, selon nos informations, sont obligées de payer des commissions à un certain pourcentage à des hauts commis de l'État pour qu'ils aient leur paiement. Diba, c'est une enquête que je suis en train de mener. J'ai mis main sur quelques éléments d'information et nous poursuivons. Au bout de cette enquête, nous allons révéler à la face du monde ce qui est en train de se passer sous le CNRD. C'est déplorable. Voilà, et pour l'instant, on va pas on va pas affirmer rien. C'est une alerte. Le temps, voilà, c'est une alerte. Le temps d'avoir plus de pièces avec nous et nous ferons les révélations dans cette émission. Et peut-être ce qu'il faut rajouter, c'est cette sortie du parquet hier. On essaie de joindre Sékou Koundono et il fallait s'y attendre. Le parquet s'est allé sur le code pénal pour expliquer un peu sa démarche. D'abord, premièrement, on vous reconnaît le droit de manifester, mais sauf que le gouvernement, l'État, en tant que tel, en tant qu'autorité, peut décider d'interdire une manifestation s'il suppose que cette manifestation peut être source de déstabilisation ou trouver trouble dans l'ordre public. Et le FNDC, jusque ce matin, on a comme l'impression qu'ils sont déjà partis. Et qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, sénateur? Oui, ils ont déjà répliqué depuis hier. Ils ont soupçonné, comment on appelle, une allure de répression. Moi, je vais dire quelque chose au CNRD, aux dirigeants actuels. Je ne parle pas du parquet. Je vais leur donner un extrait une citation de Fantouré. Une divinité vénérée aujourd'hui peut se révéler déchue de ses pouvoirs surnaturels. Divinité grotesque ridicule, elle finira par perdre pour avoir été un vain espoir ou un instant matérialisé. On a vu beaucoup de jeunes militaires à travers le continent et on en a ici un exemple récent, comme il le disait Doumbouya dans la dernière interview. Le passé récent de la Guinée n'est pas reluisant, faisant ainsi allusion au CNDD. Laissez les gens manifester, encore une fois, ça ne vous coûte rien. Si
vous voyez que les politiques, moi je parle d'infiltration, les politiques ont infiltré l'élan du FNDC, et le FNDC aussi a besoin de ça pour se faire une masse dans la rue. Si vous voyez ce cas de figure se dessiner, et que vous vous entêtez à interdire une marche, je sais pertinemment que le FNDC que je connais ne va pas surseoir à cette marche, il y aura la naissance de ce bras de fer. Et tout bras de fer entre la société civile renforcée par les pouvoirs politiques, par les masses politiques qui se font maintenant appeler forces vives, face à une junte militaire dans un pays qu'on appelle la Guinée, ce sont des scénarios qui ne sont pas vraiment déjà vus. C'est déjà vu, il faut s'en méfier. J'ai dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux au CNRD, il faut s'en méfier. À votre avis, il fallait accepter cette manifestation? Il faut accepter et l'encadrer. Oui. Et comme ça, au moins, on dira à l'international que la junte militaire est démocratique parce qu'elle permet la dissidence. Puisque dans le même code pénal, attention, la même loi, il y a un alinéa qui dit l'article 623 justement le délai, les lettres d'information 3 jours moins et 15 jours plus. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde ces lettres d'information qu'ils ont envoyées, les lettres sont parvenues. Et au même moment, je pense qu'on avait pu mettre l'accent sur l'encadrement, l'organisation, parce qu'il y a un comité d'organisation qui est aussi prévu par la loi au nombre de 5 personnes, mais aujourd'hui c'est interdit. Le parquet dit, s'il vous plaît, le parquet dit qu'aujourd'hui on a une situation qui n'est pas compatible un petit peu avec une marche politique. Moi je dis que tous les voyants sont ouverts pour une marche pacifique et citoyenne. Il n'y a rien, c'est pas le CNRD qui dit qu'il y a la sécurité, il faut encadrer la marche. Ça c'est pour eux. C'est pour le CNRD. Et le FNDC ne va pas sursoir à la marche. Les politiques sont là. Ils ne vont pas reculer. Et il y aura un bras de fer. Et ce n'est pas bon. Qui va rendre compte devant l'histoire, devant la justice d'abord? Même si la charte de la transition en amont protège déjà les arrières des membres du FNDC, mais cette charte peut sauter après le CNRD d'un coup d'éclat comme ça, d'un revers de la main. La charte et toute sa légalité, toute sa légitimité peut sauter. Donc il faut faire attention. Le CNRD a intérêt à autoriser la marche pour son bien et à l'encadrer. Et la naissance de ce bras de fer-là, ça ne présage pas une bonne action. Le CNRD, moi, à mes yeux, est en train de manquer un grand rendez-vous. Aujourd'hui, en Guinée, marche signifie violence, marche signifie casse, marche signifie mort d'homme, marche signifie dégâts matériels. Le CNRD, quand même, est en train de manquer cette occasion de faire changer la donne chez le Guinéen. À la place des pouvoirs publics, moi, j'aurais autorisé la marche. Et j'aurais laissé le soin aux organisations de la marche d'encadrer leur marche. Les services de sécurité n'encadrent pas une marche, ça il faut le dire. Ils ne sont pas faits pour encadrer une marche. Ils sont faits pour permettre aux autres qui ne sont pas concernés par la marche de circuler. Ce n'est pas aux policiers de dire aux gens, c'est ici il faut circuler ou non. La loi, attention. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, là on ne va pas te laisser continuer. La loi elle est claire. La loi elle est claire. S'il vous plaît. Je vous la sors tout de suite. Et les forces de l'ordre et les organisateurs. S'il vous plaît. Il y a une équipe du côté des organisateurs. Il y a une liste de personnes. La liste elle est diffusée pour avoir une idée du comité d'organisation. Il y a un comité d'organisation qui est connu en synergie avec les forces de l'ordre qui vont travailler et canaliser le mouvement. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est pas nous qui l'inventons. Quand on démarre une marche, on a l'obligation de sensibiliser ceux qui marchent avec nous sur notre itinéraire, sur la démarche à tenir. Mais les gars, ils le font parce qu'aujourd'hui, ils ont défini l'itinéraire. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des instructions qu'ils donnent. Ça, toutes les orientations. Le guide du manifestant est là. Le guide du manifestant est là. S'il vous plaît. La dernière fois qu'on a eu... La loi, elle est claire, Alphonse. Je ne conteste pas la loi. La dernière fois qu'on a eu Koundouno nous a rassuré que les autres citoyens qui ne sont pas concernés par cette marche peuvent vaquer à leurs affaires. C'est un défi pour le CNRD et pour le FNDC. Le FNDC, quand même, aura ce défi de maîtriser et de canaliser ces gens qu'ils vont mobiliser pour la marche. Et de l'autre côté, les forces de l'ordre ne seront pas là que pour le FNDC, non. Ils sont là pour permettre aux autres qui ne sont pas concernés de vaquer à leur affaire. C'est aussi de l'encadrement. Mais aujourd'hui, le CNRD n'a pas intérêt à rentrer dans cette interdiction. Interdiction, c'est contestation. Contestation, c'est violence. Violence, c'est répétition de violence. C'est du déjà vu. On a déjà vu ça. Combien de fois sous Alpha on a interdit les marches? Combien de fois sur Alpha on a interdit les marches? Combien de fois ils se sont obstinés à contester les autorisations manquées? Donc aujourd'hui, si on reprend le même scénario, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Et tirer les leçons du passé, c'est quand même un slogan que le CNRD nous a longtemps chanté à l'oreille. Donc aujourd'hui, je me demande quelles leçons ils ont tirées. Parce que vouloir interdire cette marche et créer un autre scénario de violence à répétition, ça ne va dans l'intérêt de personne. J'aurais quand même aimé dire à la fin de la journée de manifestation, bon, on en est où avec le bilan?
qu'on dise non, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Il y a eu des manifestations où il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, venir à cette interdiction, c'est créer quand même, c'est la violence qu'on a ouverte. Allez-y rapidement. Moi, je voudrais dire ici, c'est une occasion ultime pour le CNRD de s'évaluer, s'auto-évaluer par rapport, n'est-ce pas, aux espoirs qu'il a vendus au peuple de Guinée et aux actions qui sont en train d'être posées aujourd'hui pour le peuple de Guinée. Le coup d'État du 5 septembre a été validé, légitimé par le soutien populaire ici à Conakry. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que le CNRD bénéficie du même soutien populaire jusqu'aujourd'hui? Point d'interrogation. Et donc la manifestation du FNDC devrait servir, n'est-ce pas, au CNRD d'élément d'évaluation par rapport, n'est-ce pas, à la perception du peuple de Guinée aux actions qu'ils sont en train de poser aujourd'hui. Et là, il faut qu'on soit clair, c'est une interpellation à leur niveau. Il faut observer un spectateur, voir leur capacité de mobilisation. S'il y a ceux-là qui ont drainé, qui se sont drainés derrière le colonel Doumbouya le 5 septembre, si ces mêmes gens sont pour le colonel Doumbouya, on verra les rues désertées le 28 de ce mois. Mais si il y a une grande mobilisation, le colonel et son équipe, ils doivent s'interroger, se questionner par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour se mettre à la même dimension que le peuple afin de conduire à bien cette transition. Je voudrais revenir sur, n'est-ce pas, les discours du 5 et du 6, peut-être après la pause, pour essayer de rappeler au colonel Doumbouya que jusqu'ici, l'occasion est pour lui de revenir en arrière et reparfaire ce qui n'est pas en train d'aller dans le bon sens aujourd'hui. Voilà, il faut comprendre qu'on aura le FNDC dans la seconde partie de cette émission. Nous irons à Kolaboui. Nous apprenons de ce côté, on continue, on commence à nous écrire que les voies d'accès ont été bloquées par des citoyens en ce temps même. Je vous informe qu'il y a une forte mobilisation des populations à Kaleta qui barrent la route aux camions des Chinois en réclamation de l'électricité. Monsieur Guiba, vous l'avez compris, on va revenir sur Kolaboui tout à l'heure. Et nous allons aussi parler de ce communiqué de la CEDEAO après le passage du médiateur ici en Guinée. A tout de suite. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde.
Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes.
Merci de nous rejoindre sur ce plateau de votre émission Espace Expression avec l'équipe au grand complet. Et oui, on reste avec l'actualité que nous passons au crible. Vous aurez la parole, si tout va bien à la fin de l'émission, sur cette manifestation projetée par le Front National pour la défense de la Constitution. Et également, n'oubliez pas, le parquet général, près de la cour d'appel de Conakry, a fait une sortie hier, sortie dans laquelle ils interdisent la manifestation et saisissent les procureurs de la République dans les zones géographiques compétentes pour toute poursuite s'il y a manifestation. Et tout de suite, on aura Sékou Koulouno pour revenir un peu sur cette actualité. Mais avant, comme annoncé, il y a quelques jours, les responsables de la Société Globale Énergie de Colabou, GEC, ont mis à exécution leur décision mardi. La société a débranché son réseau, tenez-vous bien, électrique. La cité et ses localités environnantes ont passé leur première nuit dans l'obscurité après avoir pris goût à l'électricité grâce aux jeunes volontaires de GEC qui malheureusement n'ont pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire comme promis par les autorités d'alors et à cause de l'indifférence de celle du moment. Nous aurons, si tout va bien, le directeur général de GEC Global Énergie de Conaboué pour prendre la mesure de la situation. Mais avant, on va essayer de joindre notre ami Sékou Koulouno qui nous attend déjà. Alors, on revient sur cette mission de la CEDEAO en Guinée. Dans le courrier, dans cette note que nous avons vu circuler, déjà, la mission est précisée. C'était la présentation du médiateur aux autorités de Conakry. Oui, effectivement, c'était en date du dernier sommet de la CEDEAO, donc il fallait mettre en œuvre les grandes décisions qui étaient prises de ce côté-là. Et c'est ce qui a amené le président Oumaro Ambalo, président de la Guinée-Bissau, mais président en exercice de la CEDEAO, à venir avec le médiateur Yahi Boni pour l'introduire auprès des autorités de la transition, notamment le président de la transition qu'ils ont pu rencontrer. Mais au-delà du président de la transition, ils ont pu également rencontrer le CNT. Le médiateur s'est également entretenu avec, si vous voulez, le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la santé, de l'hygiène, mais également le ministre ministre de la santé du MATD et le ministre des Affaires étrangères. Donc il a rencontré ces différentes autorités-là, mais au-delà de ces gens-là, il a aussi rencontré les corps diplomatiques. Et maintenant, c'est vrai que dans la mission dans sa lettre de mission, il était censé justement rencontrer les autorités. Et donc, il devait faire, suite à cette rencontre, il devait faire un compte rendu à la CEDEAO avant le prochain sommet qui doit se tenir avant le 1er août. Sans oublier qu'on avait une menace qui planait sur la Guinée au compte du 31 juillet 2022 si on n'avait pas la possibilité justement de pouvoir, si on ne s'entendait pas pour pouvoir revoir, si vous voulez, la durée des 36 mois qui était fixée comme durée de la transition en Guinée, la CEDEAO allait en fin de compte sanctionner la Guinée. Et dans ce cadre-là, on a vu le médiateur venir sur la Guinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le médiateur est venu rencontrer une partie sans pourtant rencontrer l'autre. C'est-à-dire que la médiation n'est pas terminée. Deuxième point, ça veut dire que lors du prochain sommet de la CEDEAO, il n'y aura pas de sanctions vis-à-vis à l'endroit de la Guinée. Et on perd encore du temps. Mais moi, j'ai pas compris sur ce déplacement de la CEDEAO. Justement, donc ils sont venus. Vous pouvez pas faire toute une délégation pour venir simplement présenter. Non seulement ils viennent tardivement, et ce qui ressort au moment où il y a une manifestation. Justement, ce qui ressort des conclusions d'ailleurs, c'est que le CNRD ne s'oppose pas forcément ne fait pas une fixation sur la durée, mais ils restent droit dans leur boîte par rapport à l'agenda qu'ils auraient décliné. Ce n'est qu'un discours diplomatique. Ce discours-là, ils ne font pas de fixation sur la durée, mais ils veulent que leur agenda puisse être respecté. Et moi, là où je n'ai pas compris aujourd'hui, il y a tension dans le pays. On sent cette tension-là entre guillemets. Donc le médiateur qui vient pour rapprocher les différentes positions, au regard du fait qu'on sent ce qui se projette sur la Guinée, parce que bien avant son arrivée sur la Guinée, cette manifestation était déjà projetée. Donc la CEDEAO devait tenir compte de ces faits-là pour pouvoir entendre les différentes parties, justement, pour pouvoir justement rendre compte à la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il va dire à la CEDEAO? J'ai rencontré les autorités qui, eux, défendent les 36 mois et ceux qui ne défendent pas les 36 mois. Déplacer toute une équipe justement pour une simple introduction. Au moment où le feu continue à couver sous les cendres, je pense que c'est mon avis. On aurait dû rectifier ça. Nous avons Sékou Koulouno en ligne. On va revenir avec vous tout à l'heure. Sékou, bonjour.
Et bonjour Kiba, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà, merci de nous rejoindre. On a vu ces communications du parquet et comme il fallait s'y attendre, ils interdisent la manifestation et même ils saisissent les tribunaux dans les zones géographiques là où les manifestations vont se tenir de ne pas se limiter, si quand même il y a manif, de poursuivre les personnes, les organisateurs des manifestations et ceux qui vont sortir. Et comment avez-vous accueilli cela? Quelle est votre grille de lecture? Écoutez, avant de parler d'abord de votre question, comme vous êtes des personnes éclairées dans le studio, je m'en vais à vous faire une petite remarque. Vous avez tous observé que le lundi, le FNDC a déposé des courriers d'information dans les communes de Matam, de Matoto et de Kalou. Et avant que ces autorités nous répondent hier aux alentours
Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en territoire. Connu le CNDD, ce qui s'était passé à l'époque, c'est vrai, on ne le souhaite pas aujourd'hui à cette transition. Est-ce que vous ne pensez pas, ce bras de fer-là risque aujourd'hui de dégénérer, d'avoir des séquelles? Écoutez, il n'y aura pas de bras de fer. Il n'y aura pas de bras de fer. Demandons à travers vous les médias, c'est de dire aux autorités de nous laisser demain manifester tranquillement. Et nous avons déjà publié un guide du citoyen, Alphonse le disait la fois dernière. Nous avons suffisamment communiqué sur le comportement des citoyens et des citoyens, comment ils doivent se comporter envers les biens privés, des biens publics, comment ils doivent permettre à vous, les journalistes, d'exercer librement votre métier, comment ils doivent permettre aux ambulances, aux diplomates et de circuler librement, comment ils doivent ne pas céder aux provocations venant des forces de défense et de sécurité. En clair, toute une stratégie a été déployée afin que la journée soit une journée de réussite, une journée de calme, une journée apaisée. Donc, en tout état de cause, le problème est ailleurs, où je pense que vous pouvez consacrer le reste de l'émission à dire au CNRD, si vous ne voulez pas de troubles à l'ordre public, vous ne voulez pas d'accrochage, laissez ces personnes-là marcher tranquillement, parce qu'ils ont déjà donné toutes les garanties, ils ont déployé toutes les énergies, toutes les stratégies possibles, afin de sensibiliser les uns et les autres à beaucoup plus de civisme et de citoyenneté. Voilà, c'est Koukoundounou, ce message, il était important. Il faut rappeler ce guide que nous voyons de manifestants manifester pacifiquement, utiliser les messages de non-violence, protéger les biens publics et privés, ouvrez les passages aux ambulances, sapeurs-pompiers, véhicules diplomatiques, ne pas provoquer les forces de l'ordre. Entre autres, voilà, sénateur, peut-être un mot. Oui, c'est important ce qu'il disait tout à l'heure là. Toutes les garanties sont prises de votre côté. En cas de dégénération, on ne le souhaite pas. De votre côté, supposons que les autorités, à la dernière minute, autorisent la marche et qu'il y ait dégénération. Est-ce que la justice, vous vous y soumettrez? Écoutez, nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Nous sommes des gens qui sont justiciables, du moins ça. Je vous dis tout simplement, dès lors que les communes et le gouvernorat et le ministère en charge de la sécurité ne déploient pas les policiers pour aider les 2000 jeunes du FNDC à encadrer la manifestation, tout ce qui adviendra, le seul et unique responsable, c'est le CNRD. Merci beaucoup, c'est Koukoundounou. Merci. Nous avons d'autres invités qui nous attendent, puisque aujourd'hui, il faut qu'on donne la parole à nos auditeurs. On se retrouve dans un court instant pour partir du côté de Kolaboui. Là-bas aussi, c'est très chaud. Radio Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané. Oui, vous l'avez compris, c'est votre émission Espace Expression. Toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs. Problème de son, mais l'équipe est en train de travailler d'arrache-pied pour rétablir cette panne technique et peut-être tout va aller bien pour ces milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Caps, on a écouté Sékou Koundounou. Voilà, on a écouté Sékou Koundounou, et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui on comprend que le FNDC reste droit dans ses bottes, ne compte pas reculer par rapport à cette notification qu'ils auraient reçue des différentes mairies qui met en avant l'interdiction de leur marche, mais également la sortie du parquet qui, pour eux, c'est un coup d'épée dans l'océan. Donc eux, non seulement ils pensent que la démarche est illégale, mais ils comptent justement poursuivre leur démarche de manifestation. Mais après, derrière moi, ce que j'ai quand même envie de rappeler qui est déplorable aujourd'hui, c'est de voir que aujourd'hui il n'y en a eu aucune possibilité de rapprochement, parce que cette manifestation était projetée depuis longtemps. Quand on sait que la première manifestation qui était projetée par le FNDC, qui n'a pas pu avoir lieu, on a vu avec les sages, les religieux qui s'étaient mêlés, pour pouvoir justement les amener à surseoir cette manifestation. Et donc ça veut dire que les sages n'ont pas été à même de pouvoir rapprocher les positions. Voilà pourquoi on se retrouve à nouveau dans une telle situation. La seconde chose que j'ai envie de rappeler, ce sont ces politiques-là. Ce sont ces politiques qui n'ont pas ce courage, il faut le dire, il faut oser dire les choses telles quelles. Ce sont ces politiques qui n'ont pas le courage de passer eux-mêmes directement à l'affront, d'appeler directement des manifestations, mais qui se mettent derrière. C'est mon point de vue, c'est mon avis, vous pouvez me le permettre,
Après, vous pouvez donner vos avis contraires, mais ce qui est sûr, c'est ce qui est réel et c'est évident. Quand on voit le FNDC qui manifeste. Donc vous voulez que les politiques s'asseyent, pour le retour, je ne suis pas en train de dire, mais écoutez très bien ce que je veux dire. Les politiques, le FNDC manifeste pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les politiques manifestent pour la CRIEF. Et maintenant, quand on voit l'opinion publique, aujourd'hui, on est tous en train de vouloir d'une chose et son contraire. On veut que la CRIEF fasse son travail. Mais si aujourd'hui, l'opinion peut être d'accord sur le fait que le CNRD doit ralentir ou mettre fin à ces actions qui sont en train d'être menées à la CRIEF aujourd'hui, que ça soit un consensus, que tout le monde l'admette. Et ça, je pense que ce n'est pas bon pour notre pays. Et aux politiques là, je veux qu'ils s'assument que s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à sortir, faire leur manifestation, mais il ne faut pas instrumentaliser ces différentes manifestations. Babila. Et c'est là où il y a des risques qu'on peut encourir vis-à-vis de cette manifestation. Allez-y, Babila. Guy Bamilimono, le 5 septembre, le discours qui s'est tenu sur les plateaux de la RTG, le colonel Doumbouya disait ceci. Je vais pas le citer, je vais paraphraser cette intervention. Il dit le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation de l'administration et la pauvreté et la corruption endémique, la personnalisation de la vie politique. Il a lancé également un appel à l'armée à se mettre du côté du peuple, que la transition va également être inclusive et apaisée. Et le 6, lorsqu'ils ont fait appel aux anciens ministres, aux anciens membres du gouvernement, il disait ceci, il a commencé d'abord son intervention par l'observation d'une minute de silence en la mémoire des personnes qui ont perdu récemment la vie. Et ce, dans les moments de manifestation du FNDC contre le 3e mandat. Et malgré cela, malgré cela, sous le CNRD, on a eu déjà un mort dans les manifestations, notamment à l'occasion de l'augmentation du prix du litre du carburant. Et dans ce même discours du 6 septembre, il dit la situation d'injustice, de corruption, du clientélisme, du népotisme, la privation des libertés civiques et collectives qui était devenue une monnaie courante dans notre pays. La méfiance des citoyens les uns envers les autres, la fragilisation du tissu social. Pour éviter tout cela, que l'armée a pris sa responsabilité à travers le CNRD, sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Les bases qu'ils allaient poser, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, ces engagements, ces promesses d'assurance, ces paroles d'espoir sont au rendez-vous de la transition guinéenne? On se pose la question. Et pour justement amener les dirigeants du moment à se rappeler de ces engagements officiellement pris devant le peuple de Guinée, ils n'auront pas raison d'interdire cette manifestation, parce que ce serait un acte de privation des libertés et des droits fondamentaux également qu'ils ont dénoncé, qu'ils ont reproché à l'ancienne gouvernance. Également les autres faits, les espérances, corruption endémique, la méfiance des uns et des autres, la fragilisation du tissu social. Tous ces mots, les mots qui ont été dénoncés dans les discours de la prise du pouvoir, ces mots sont bien vivants encore dans la vie des Guinéens. Le colonel et son équipe, la gouvernance actuelle, c'est pas lui personnellement. De mon point de vue, il a la volonté. De mon point de vue, le colonel est déterminé à parfaire les choses. De mon point de vue, il a cet engagement, cette volonté-là. Mais malheureusement pour lui, les hommes qu'il a choisis, les hommes qui l'entourent, ne sont pas dans son esprit. Les hommes qui l'entourent, beaucoup d'entre eux sont devenus... Moi, je suis d'accord. Babila, lorsqu'on est chef, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, l'imputabilité et la rédévabilité. C'est vous d'abord. C'est pourquoi je l'interpelle encore une fois. On l'a dit, Alpha Condé était mal entouré, Lansana Conté était mal entouré, Sékou Touré était mal entouré, et qui finalement ne se va pas mal entouré. Donc le colonel doit faire très attention. Il faut que les chefs prennent leurs responsabilités. Parce que c'est vous que l'histoire va juger. Aujourd'hui,
ce ne sont pas les autres. Oui. Tout ce qui s'est passé sous Alpha Condé, c'est Alpha, on accuse. S'il ne cautionne voilà, pas, s'il ne cautionne pas ce qui se passe, il doit se démarquer de la démarche qui est en train d'être entreprise par certains hommes du pouvoir. Si vraiment il est dans l'esprit du 5 septembre, je pense qu'il doit parfaire le chemin, il doit revenir sur ses engagements pour rassurer le peuple. Rien n'est perdu, rien n'est tard. Voilà, rien n'est perdu, rien n'est tard. On est Guinéen. La Guinée ne peut pas se faire sans ses fils. Et j'ai l'intime conviction qu'on va rectifier ce tir-là. On va pas être fataliste. Certainement, d'ici demain, peut-être que la fumée blanche peut sortir de notre cheminée. Ça m'étonnerait. Moi, quand même, à la suite du discours que tu te rappelles que Babila a fait, j'ai envie de m'interroger. Parce que sous Mengue, j'avais dit que Mengue pourrait bien être pris en otage. Mais là, je peux relancer la même question. Est-ce que Kefimba était libre de ses choix? Parce que le discours ne correspond plus à la réalité. Ça contraste. Ça contraste totalement. Et aujourd'hui, je vous dis encore, le CNRD est en train de manquer l'occasion de mettre fin au cycle de violence qu'on connaît dans les manifestations. Le FNDC s'engage à manifester pacifiquement. Les forces de l'ordre vont se mettre à disposition des citoyens pour permettre aux autres qui ne sont pas concernés par la manifestation de circuler. Aujourd'hui, c'est un défi que le FNDC se lance dans cette manifestation. En cas de débordement, les parquets sont présents. Ça se passera en l'absence de personne. Ils ont dit, Koundouran l'a dit, ils sont justiciables. En cas de débordement, c'est eux qui seront condamnés. En tant que comité d'organisation. En tant que comité d'organisation. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle autre garantie on pourrait donner au CNRD pour permettre quand même cette marche. Je pense qu'on peut encadrer cette manifestation. Vraiment. Et au-delà, elle n'est pas compliquée à encadrer. Le FNDC a mis les moyens pour ça. Ils disent avoir préparé un comité. 2000 Tout ça, c'est un défi. Après cette marche-là, si le CNRD ne réussit pas dans sa démarche de canaliser la manifestation, c'est seulement le FNDC, après les procès, de savoir si elles vont, oui ou non, remanifester. Mais pour le moment qu'on ouvre la voie à cette interdiction, c'est comme si on se disait, bon, sous Alpha, on n'a pas tiré les leçons. Les gars, allons-y. Le ministre Bassir, il a du pain sur la planche, parce que c'est son équipe qui va descendre sur le terrain. C'est lui, au même titre qu'on a pointé parce que quand il a pris service, ça il faut le dire, il a pointé du doigt le manque de professionnalisme dont a fait preuve. Et Bachir qui ne parle plus, qui ne décroche plus. Le manque de professionnalisme dont a fait preuve ses prédécesseurs dans la gestion des manifestations. Donc j'ai envie de voir interdiction, insistance, Bachir. Monsieur le ministre, il ne parle plus, c'est silence radio total, c'est blackout chez lui. Vous l'appelez, il ne décroche plus. Le ministre de la Sécurité, il ne parle plus, ça il faut le dire. Vous l'appelez, il ne décroche pas. Vous l'écrivez, il ne vous répond pas. Et on ne va pas être muet sous une transition lorsqu'on occupe un tel département. Il faut que Bachir prenne la parole, c'est extrêmement important. Et nous avons... Oui, un très court message qui va, s'il vous plaît, au président de la transition. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Ne déniez pas une chose aux autorités. Ils peuvent interdire une manifestation. Justement. La loi leur confère. La loi leur confère. Justement. Voilà, ça. Mais moi, j'ai un petit message. Oui, nous sommes des légalistes, nous sommes des démocrates. Mais pour eux, c'est une première expérience. Mais on accepter parce qu'ils on est d'accord. Il peut avoir l'expérience. On est d'accord. L'autorité suprême peut effectivement refuser une manifestation. La loi le dit aussi. Oui, la loi le dit aussi. Moi, je m'adresse directement au CNRD, au président de la transition notamment. Il ne le sait peut-être pas, mais beaucoup de Guinéens le savent. Moi, j'ai écrit avant le 5 septembre, j'ai écrit le 5 septembre avant le 5 septembre. J'ai présenté une nation enchantée dans un livre. J'ai fait le pari sur un coup d'état militaire parce que ça n'allait pas dans la République du Yamane qui peut être lié dans la réalité. La fiction que j'ai présentée est liée à la Guinée aujourd'hui. Je le reconnais devant tous mes lecteurs. J'ai fait le pari d'un coup d'état parce que ça n'allait pas. Le président Kouyaté du livre a poussé les verrous de la Constitution. Il s'est offert donc un troisième mandat. Maintenant qu'on y est, je veux que la suite de mon livre enchanté, que la nation continue à s'enchanter. Je ne veux pas que le désenchantement dénoncé dans les premières années du président Kouyaté, de la fiction, qui sont concordantes à la réalité. Je ne veux pas que mon enchantement présenté dans le livre, mon pari reçu du 5 septembre, soit un pari
étiqueté à la fin et qu'il soit violé. Je veux vraiment, j'ai foi à cette transition. Il prie pour l'enchaînement des événements. Je prie pour l'enchaînement de l'enchantement national. Personne n'a été à ce que... Le président doit lire le livre. Justement, et je vais le lui envoyer, je sais pas par n'importe quel canal, mais il doit le livre, il y a des leçons, c'est une feuille de route vers l'enchantement. Le bonheur est retrouvé. La version numérique, on peut le faire parvenir. On va le faire. Le bonheur est retrouvé, monsieur le président de la transition. Laissez le peuple s'enchanter et vous êtes l'espoir de cet enchantement national. Ne nous ramenez pas dans le désenchantement, s'il vous plaît, monsieur le président. Sauf qu'il n'aura pas le temps de lire. Il va le lire. Je vais faire un résumé. Nous apprenons que quand vous l'envoyez plus de 2 pages, une page. On va faire une seule page. Voilà. Le résumé, une seule page. Faire le résumé en une page. On va lui envoyer. On va se battre. Voilà, c'est la publicité en direct. Non, il faut qu'il le fasse. Je ne l'ai jamais fait. Mais il a un mérite. Il a un mérite dans ce livre. C'est un roman annonciateur. Ouais. Il a dit quelque chose qui s'est fait. C'est comme Camara Lai. On l'a vu. Et je pense que ça, il peut le lire. Il doit le lire. Même si le mot enchantement revient, il faudrait qu'on ne désenchante pas, parce qu'on l'a connu sous les années 90, les années d'indépendance, les espoirs perdus. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on renoue avec tout cela, même si les mentalités ont changé. Et il faut dire, on le dit, le gouvernement peut aussi refuser une manifestation, c'est la loi qui le dit. Et on va partir du côté de Colabouy, où nous attend Monsieur Diallo, Monsieur Bailoba, voilà, le directeur général de GIEC. Monsieur Bailo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous apprenons finalement, vous avez mis votre menace à exécution, vous avez débranché le réseau et depuis Colabouy est dans l'eau noire. Pourquoi? Et est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme, c'est bien vrai. Depuis hier 17h, on a débranché notre réseau. C'était prévu depuis le lundi, mais à cause de l'intervention de Ndiaye, journaliste à la radio Nostalgie, on avait augmenté un délai de 24 heures pour voir si les autorités pouvaient réagir. Mais on a trouvé qu'hier, à partir de 17 heures, c'est à l'ancienne, rien n'a bougé. Donc hier, à 17 heures, on a décidé de débrancher et comme vous avez dit, Colabouy est dans le noir. Voilà, donc la question pour vous aujourd'hui, suite à la menace que vous aviez brandie pour déconnecter ce réseau-là, donc aucune autorité, vous n'avez été contacté ni par le ministère, ni par le MATD, ni par le ministère des Mines, ni par le ministère de l'Énergie, ni même par l'ANAIM, vous n'avez été contacté par aucune de ces organisations? Aucune de ces organisations m'a contacté, aucune, ni par préfet, gouverneur, ministre de l'administration, ministre des Mines, l'ANAIM, aucune. Seulement le lundi, il y a l'ANAIM qui disait qu'ils allaient venir, on allait s'asseoir pour parler de la situation. Le lundi, vers 9h, la coordination de l'ANAIM nous appelle encore pour nous dire de partir alors à Kamsar. On s'est déplacé, on est parti à Kamsar. Arrivé là-bas aussi, le coordinateur nous dit que lui, il est vraiment en déplacement, donc de laisser les documents avec le secrétaire. Donc, on a trouvé que vraiment, c'est ce qui passait depuis 2017, c'est ça qui continue. Donc, finalement, j'ai décidé de retirer ce qui m'appartient. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être, bref résumé de ce qu'ils vous doivent, qu'est-ce qui s'est véritablement passé à l'époque, puisque Colabouy avait manifesté, on se rappelle, en 2017, si ma mémoire est bonne, et vous, pour pallier ce problème, vous avez accepté en tant que jeune Guinéen d'installer un réseau pour les 11 districts, vous avez installé pour les 8, vous avez donné le courant à cette localité, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, comme vous le dites, moi je suis installé à Colabouy en 2013. Après les études universitaires, je suis venu ici, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour ma localité, et bien à fait que j'ai visé ce projet et j'ai pu être à la hauteur. Donc de 2013 à septembre 2017, j'ai volé à Colabouy en tant que privé, j'ai donné le courant tant bien que mal. Donc j'ai donné le courant la journée de 8h à 18h30 et la nuit de 19h à 1h30. Mais après les grèves de 2017, précisément le 17 septembre 2017, la population réclamait, comme vous le savez, l'eau, l'électricité et l'emploi du côté de Colabouy, du côté de Bouquet en général. L'État était maintenant obligé de venir écouter Colabouy parce qu'en ce temps, la jeunesse ne voulait replier que quand les revendications sont mises au point. Maintenant, le gouverneur sortant, Sibassevaïra Lolamou, s'est rendu sur le terrain et il a demandé, la population sait qu'elle voulait, la population demande l'eau, l'électricité, le courant.
mais tout est négociable sauf l'électricité. Il faut qu'ils aient l'électricité 24 heures sur 24. Donc dans ce temps, l'État n'avait pas d'installation à Colabri. Mais moi, mes installations étaient là. Ils m'ont fait appel, je suis venu. Le gouverneur m'a demandé de mettre mes installations à la disposition de l'ANAI. Ce jour, il y avait un représentant de l'EDG. Il disait, OK, si toutefois nous voulons accompagner Colabri pour avoir le courant, c'est pas important de donner à un entrepreneur qui ne connaît pas le problème de courant, mais plutôt celui qui est sur le terrain, on va lui renforcer pour que lui il continue son travail. Mais comme vous savez, la Guinée c'est comme ça. On est tombé d'accord sur ça le 22. Ils sont partis dans l'espoir qu'ils allaient venir le 30 avec un groupe pour me renforcer, que je continue à fournir parce que j'avais 11 secteurs pour le district principal de Colabri, mais j'avais couvert les 8 secteurs, il restait les 3 secteurs. Maintenant, le 30, ils sont venus avec un nouveau entrepreneur pour dire que maintenant, ce n'est plus moi qui dois continuer la desserte, mais je vais laisser ce nouveau qui est groupe Marinex. Lui, il va gérer maintenant la centrale. Et puis, moi, je vais évaluer le coût de mon réseau. Après 3 mois, ils vont me rembourser. Donc, moi, voyant ce qui se passe sur le terrain et l'exigence de la population, et donc, il n'y a pas de problème, j'ai accepté. Donc, le 2 octobre 2017, ils ont envoyé le moteur, ils ont débranché mon moteur et ils ont placé le moteur de l'ANAIM et le courant a été donné à la population. Et le même jour, le gouverneur s'est permis de dire devant toute la population, à partir d'aujourd'hui, vous avez le courant maintenant cadeau. Vous avez le courant maintenant cadeau. Et maintenant, aujourd'hui, nous apprenons qu'on vous doit de l'argent, d'abord pour les années antérieures, mais aussi la gestion du réseau. Qu'en est-il? C'est bien ça, parce que le gouverneur se dit, il me disait, OK, maintenant comme c'est pour toi le réseau et qu'on doit te rembourser, durant les 3 premiers mois qu'on t'a demandé de nous accorder, tu dois entretenir ton réseau. Partout où il y a panne, c'est toi qui dois débourser pour dépanner la panne jusqu'à ce que l'année puisse se payer à la fin du mois de décembre 2017. Donc, c'est ce qu'on a arrêté et on nous avait aussi promis pour l'entretien et suivi du réseau, chaque fin de mois, ils allaient nous accorder un salaire de 15 millions pour l'équipe qui est en train de gérer le réseau. Donc, mais très malheureusement, au moment où je vous parle, ni le dédommagement du réseau, ni nos salaires ne sont pas été payés. D'ailleurs, il nous reste devoir actuellement 17 mois d'arriérés de salaire. D'accord. Le réseau, c'est combien? Ça s'élève à combien? Actuellement, ça s'élève à un coût de 1,167,655 000. D'accord. Et Capsa, vous avez une question. Voilà, quand même... la question à vous poser justement. Maintenant que vous avez brandi votre menace à exécution maintenant, que faut-il pour que vous puissiez reconnecter à nouveau le réseau? Est-ce que les nouvelles autorités vous ont contacté depuis ce matin? Dis non. L'autorité m'a contacté. Aucune autorité m'a contacté depuis le matin. Et hier seulement, le nouveau commandant de CRS qui est venu m'a appelé et m'a dit, moi je viens d'arriver, j'ai pris fonction le lundi. Si aujourd'hui quelque chose se passe ici, ça ne serait pas un bon nom pour moi. Aussitôt je me suis rendu chez lui, on est en train de parler, il a appelé ses chefs. Ses chefs même disent avoir été contactés par rapport à cette situation. Mais que la solution n'est pas à leur niveau. Donc, à part lui, aucune autorité. Le maire m'a appelé, mais comme le maire connaît le dossier, le maire dit, ce que moi je peux faire, vraiment, je l'ai fait, mais pas à mon niveau maintenant. Le maire m'a catégoriquement refusé de collaborer, donc on ne peut rien. Maintenant, là où je suis, à partir du moment que j'ai déconnecté pour la énième fois, maintenant, je préfère rester ici jusqu'à ce qu'on me paye, ce qu'on me doit, et que je laisse maintenant une fois pour de bon. D'accord. Et quelle est la situation sur le terrain? Est-ce qu'il y a manifestation ce matin du côté de Colabri qui est dans le noir? Bon, Colabri est dans le noir, mais en ce qui concerne les manifestations, bon, je ne peux pas en détailler sur ça parce que moi, je ne l'ai pas fait pour que les gens manifestent, mais moi, je l'ai fait pour que je puisse gagner ce qui m'appartient. Donc, dans le cas de manifestation, moi, je ne vais pas me mêler de ça. D'accord. Merci beaucoup, Bailoba, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Et bon courage à vous. On l'a écouté, Alphonse. Moi, j'ai envie de dire encore une fois, bonjour, tonton America. What are you doing, bro? Qu'est-ce qu'il fait, Abessila? En fait, je me demande, je crois que le colonel n'a pas eu, c'était pas une bonne idée de prendre Abbé, de l'amener au camp pour le séjour du gouvernement. Depuis que Abessila est revenu, il se réveille pas de ses courbatures.
je ne comprends Faut pas. C'est vrai que c'est sérieux. Non, en fait, c'est sérieux. Mais c'est sérieux. Même en conseil de ministre, je vois rarement sa tête. Et on parle moins de son département. Et la desserte est en train de se détériorer. Et pire, cette situation à Kolaboni, si aujourd'hui il y a manifestation, les activités minières tombent au ralenti. Et on est en pleine semaine, c'est mercredi. Ça risque d'affecter tout le reste de la semaine. Pendant ce temps, le ministre Abessila, notre tonton d'Amérique, qui quand même avait la magie, qui avait fait ces grosses annonces sur cette stratégie pour régler l'électrification de la Guinée comme par miracle, n'a plus de solution. Je veux bien savoir à quel moment il va se décider à s'intéresser à la situation de Kolaboni. Si l'État doit prendre le relais, il n'y a aucun souci. Le jeune ne se pose pas. Il veut qu'il soit payé afin qu'il puisse laisser le réseau à disposition de l'État. Mais aujourd'hui, que l'État continue à utiliser ces installations, qu'on ne lui paye pas, non seulement l'entretien qu'il a fait, qu'on ne lui paye pas l'installation. Et puis c'est un jeune entrepreneur qu'on est en train de tuer. Et aujourd'hui, je me pose l'autre question que je suis amené à me poser. En fait, il est urgent de faire un remaniement. Ça, il faut le dire. Tonton américain n'a... Il dort. Oublie, il n'y a pas de lui. Ça va au-delà. Ça va au-delà. À écouter l'actuel ministre de l'énergie quand il était en politique sous Alpha. C'était miraculeux. Tous les Guinéens ont pensé que c'est un expert, c'est un dieu de l'électricité qu'il fallait à la Guinée. Parce que n'oubliez pas que Kolaboni, qui est quand même le point d'entrée de Kamsar, Boké, Sangaredi, zone spéciale économique, qu'un Guinéen jeune prenne sur lui pour installer un réseau, électrifier cette zone. On a connu les manifestations à l'époque, ce qui s'est passé, et quand on barre les routes, c'est un impact sur le flux et sur l'économie. Moi, je suis sorti de la maison ce matin, il n'y avait pas de courant chez moi. Et donc, vous voyez... Je vous dis... Je sais combien de fois... Il y a une chose. Je veux bien dire qu'il n'est pas seul. Mais honnêtement, ça, il ne faut pas accepter de partager cette responsabilité. Nos routes sont défoncées. C'est Yayaso, personne d'autre. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à pointer du doigt. C'est tonton d'Amérique. Et que tonton d'Amérique, quand même, qui s'est annoncé être le Jésus-Christ de l'électricité en Guinée, se réveille. Vous savez, moi, ce que j'ai envie de rappeler, quand on dénonce, quand on est hors de la gestion et quand on est au cœur de la gestion, c'est pas les deux, c'est pas les mêmes appréciations. C'est pas même le CNRD est rattrapé par ça à travers de ses discours. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Juste avant de continuer, nous allons donner la parole tout à l'heure aux auditeurs. Vous pouvez réagir sur cette manif projetée par le FNDC et l'interdiction du gouvernement qui est tombé. Et votre avis vous intéresse au 620 28 65 65, 620 28 69 69. Allez. Ce qui se passe est lamentable, c'est déplorable, c'est pas honorant du tout. Un jeune homme, vous imaginez, qui a résolu un problème, parce que c'est un problème qui était là-bas à la place de l'État. Quand on vient, il ne faut pas terrasser les champions, il faut les accompagner, il faut les pousser, il faut les aider. Il faut questionner la responsabilité de l'ancien gouverneur. Exactement. La responsabilité de l'ANAïM. L'ancienne direction de l'ANAïM. Oui. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, vous savez, ça c'est un fait depuis la fois dernière qui était dénoncé. Les sages n'ont rien dit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour appeler les autorités? On a les différents départements qui sont concernés par ce fait-là. Silence radio. Selon le jeune homme, aucune autorité ne l'a contacté et on attend toujours que ça dégénère pour dire derrière qu'on vient maintenant jouer aux sapeurs-pompiers. Encore une fois, il faut prendre au sérieux la gestion de l'État. On ne peut pas se permettre. Kolaboni, c'est une zone stratégique. C'est tellement stratégique aujourd'hui que ça doit être une priorité absolue pour l'État. Depuis le premier jour où ce jeune homme a dénoncé, on devait l'accompagner. Et ça, c'est un milliard. C'est déplorable. C'est 1 milliard de francs guinéens. Même dans le budget de souveraineté du président de la République, il peut résoudre ce problème-là. Dans le budget de souveraineté du président du CNT, il peut résoudre ce problème-là. À la primature, ils ont tous la possibilité de pouvoir résoudre ce problème-là. C'est vraiment lamentable. Et on n'est jamais dans l'anticipation. Malheureusement, c'est quand il y aura, on ne le souhaite pas, ils vont croiser le fer. Et tout de suite, on va déléguer une mission pour aller calmer les nerfs. On va marquer une pause, le temps de retrouver nos auditeurs. Parole aux auditeurs à présent. Espace Expression. Parole aux auditeurs. Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes. Auditeurs dans cette émission, il y a un auditeur en ligne. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Djiba. Votre nom, vous vous appelez d'où et... l'enfant de Binir depuis Hamdallah. Oui, Konsoba, on vous écoute.
Moi, je pense que manifester, c'est un droit. Interdire la manifestation, moi, je suis contre. Moi, je demande ces autorités vraiment de ne pas censurer la dictature dans ce pays, parce que interdire une manifestation, c'est instaurer une dictature dans un pays. Donc, laissez les gens manifester. S'ils n'ont pas d'accord avec votre gouvernance, pour nous laisser manifester. Mais dire qu'ils vont intimider les gens, de voir les procureurs ou les magistrats sortir, passer par là, moi je pense que laisser les gens manifester, c'est très important. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Konsoba. Et notre auditeur, est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, Guiba. Votre nom, vous nous appelez d'où? Kourouman Fali, je vous appelle depuis Bessiaport 1. Monsieur Kourouman, on vous écoute. Oui, Monsieur Guiba, la manifestation est vraie, mais il faut que ça soit objectif. On manifeste sur une objectif. Mais la manifestation de FNDC cette année-là, tu ne vois pas pourquoi. Il y a M. Baouri qui était avec vous hier, qui vous disait que c'est eux qui ont demandé la médiation de la CEDEAO. La CEDEAO était en Guinée, c'est le samedi que le médiateur a quitté. Mais ces gens-là manifestent pourquoi? Mais moi, j'ai juste un mot à vous dire. Je m'adresse à mes frères jeunes qui sont en train de se faire du mal aujourd'hui dans ce pays-là. Ce Koundouno est en train de leur dire de sortir, lui se trouve à Genève. Et ils vont sortir ici. Lui qui doit être devant, lui se trouve à Genève. Il dit aux autres... Est-ce qu'il vous a donné son adresse? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est véritablement à Genève? Il est là-bas. Il est là-bas. D'accord. Je l'ai écouté et je le suis. Il est là-bas. D'accord. J'ai dit aux jeunes de ne pas patiner. Laissez de suivre ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kourouma. Un autre auditeur en ligne. Oui, bonjour. Alors oui, bonjour, Radio Espace. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Diallo Boubacar, je vous appelle depuis T6 Garage Camion. Monsieur Diallo, oui. Allez-y. Oui, on soutient cette manifestation de FNDC parce que c'est la seule société civile qui défend cette population. Si nous, les populations, on s'assoit pour le regarder, pour que ce gouvernement en train de dégommer cette société civile-là, nous allons rester toujours sans société civile. Nous demandons tout le monde de se lever comme un seul homme pour soutenir les FNDC. Demain, tout le monde est appelé de la tannerie jusqu'à l'esplanade au palais du peuple là-bas. Pour dénoncer ce que le gouvernement est en train de faire, c'est pas bon. Il faut qu'on se lève. Foninke Mengue, il a été combien de mois en prison ici? Il est là à parler Koundouno, même si Koundouno n'est pas là, mais Foninke Mengue est là, Ibrahim Diallo est là, tous ces gens-là seront devant nous et nous allons rester derrière pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. On a été le premier à les applaudir ici. Maintenant, nous allons les demander ce qu'on veut dans ce pays-là pour que l'ordre de la Constitution revienne plus rapidement que possible. Ils ne sont pas là pour exercer un mandat. Ils sont là pour faire la transition et partir. C'est organiser les élections, c'est ce qu'on les demande. Et partir. Ils ne sont pas là pour développer ce pays. D'accord, Monsieur Gallo. On comprend votre cri de colère. Le FNDC, c'est un état d'esprit, c'est pas une personne. Et un dernier pour la route, un dernier auditeur. Est-ce qu'on l'a? Oui, bonjour. On va prendre un dernier pour la route au 620 28 69 69 620 28. Voilà, un dernier. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Diba. Votre nom, vous nous appelez d'où et on vous écoute? C'est Ibrahima Kamano depuis Kindia. Monsieur Kamano, allez-y. Oui, vraiment, le FNN2, moi, je suis pas avis d'aller en grève. Et le FNN2 devrait sursoir des choses. Ça, c'est pas vraiment normal. Ils doivent comprendre. Et surtout, c'est que nous venons d'apprendre que M. Koundouno lui-même qui fait des choses, il se retrouve aujourd'hui à Genève en compte. Mais justement, rien ne c'est un auditeur qui le dit. Pour l'instant, voilà, il faut pas le confirmer. Rien ne dit qu'il est à Genève. Et peut-être même le FNDC, il peut rentrer ses mouvements et tout ça. Est-ce que vous là vouloir dire Koundouno, on est en train de dévier automatiquement parce que nous on n'a pas la preuve qu'il est à Genève.
Oui, mais vous savez, il faut prendre aussi des choses au sérieux. Quand les gens le disent, il faut comprendre que c'est une réalité d'une part. D'accord. D'accord. Voilà, merci beaucoup, en tout cas du côté de Kindia. Merci, on est pris par le temps, on aurait voulu. Est-ce qu'on a un dernier auditeur? Oui, il est là. On peut l'avoir, si bousculez-vous, on peut l'avoir, un dernier. Est-ce qu'il est là, véritablement? Non, on l'a pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à tous nos chroniqueurs. Demain, si tout va bien, numéro spécial, on s'intéresse, s'il y a manifestation, à cette manifestation du FNDC. Des invités seront sur ce plateau. Portez-vous bien où que vous soyez et surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keta, Félix Milimuno, Senatalo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace.